4 juin 1942. Le soleil se lève sur l'île de Midway, en plein milieu du Pacifique. Deux grandes flottes, l'une japonaise, l'autre américaine, progressent rapidement vers leurs positions d'attaque respectives. La bataille aérienne et navale décisive qui va se dérouler autour de Midway va préfigurer le cours ultime de la guerre dans le Pacifique, 6 mois à peine après le début du conflit. Mais Midway va également marquer une étape fondamentale dans la configuration future des conflits navals. Désormais, ce sont les forces aériennes et non les navires de guerre qui domineront les océans. Les deux principaux adversaires se sont déjà affrontés dans la mer de Corail un mois plus tôt. Tous deux savent très bien que les porte-avions sont dorénavant devenus l'arme navale du futur. La bataille de Midway va en effet opposer deux amiraux célèbres dans tous les milieux maritimes. Le japonais Isoroku Yamamoto et l'amiral américain Chester Nimitz. Ce face-à-face est pour eux l'occasion ultime de confronter leurs capacités guerrières. Le Japon est entré en guerre en décembre 1941. L'Empire du Soleil Levant a d'importants besoins de matières premières et il désire étendre sa domination. Mais les Japonais ont rapidement réalisé que le principal obstacle à leur expansion dans le Pacifique est la flotte américaine du Pacifique. Ils ont par conséquent décidé de détruire la flotte américaine par une attaque surprise contre sa base principale de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. L'attaque surprise envoie par le fond la flotte à quai à Pearl Harbor, laissant cependant intacts les transporteurs américains alors en mer. Dans les mois qui suivent, la machine de guerre japonaise se déchaîne, s'emparant tour à tour de la Malaisie occidentale, des Indes néerlandaises, des îles américaines du Pacifique et de la majeure partie des Philippines. À la fin du printemps 1942, le Japon a pratiquement atteint son objectif final, qui est de créer une vaste sphère d'influence politique, industrielle et commerciale dans le sud-est asiatique. Rien ne semble alors pouvoir arrêter la volonté japonaise de redessiner la carte du Pacifique. Si les Japonais n'ont jamais eu l'intention réelle d'envahir les États-Unis, ils cherchent néanmoins à affaiblir leur puissance militaire afin qu'ils ne menacent pas la création de leur nouvel empire. C'est dans ces conditions que l'amiral Isoroku Yamamoto conçoit ce qu'il veut être un plan décisif en mars 1942. Son objectif premier est l'île de Midway, le seul territoire encore américain à l'ouest de Pearl Harbor. L'amiral Chester Nimitz, commandant la flotte américaine dans le Pacifique, a pour mission de contrecarrer les projets de Yamamoto et de repousser la menace japonaise grandissante sur la côte ouest des États-Unis. Tous deux, Isoroku Yamamoto et Chester Nimitz, vont devoir exploiter au mieux leur expérience des conflits navals dans la confrontation qui s'annonce. Isoroku Takano naît en 1884 dans une famille pauvre, mais d'origine samouraï, la vieille aristocratie guerrière du Japon. Orphelin, il est adopté par la famille Yamamoto. La carrière militaire s'impose donc à lui naturellement. Il s'engage à l'académie navale de Ietajuma à l'âge de 17 ans. En 1905, l'enseigne de vaisseau Yamamoto participe à la guerre russo-japonaise et à la bataille de Tsushima, qui voit la défaite de la flotte impériale russe. Il y est même blessé. Pendant la Première Guerre mondiale, le Japon est l'allié de la Grande-Bretagne. Le lieutenant de vaisseau Yamamoto est affecté à l'état-major de la deuxième flotte. En 1919, il se rend aux États-Unis et y apprend l'anglais. Il étudie même à l'université d'Harvard. En 1925, Yamamoto est nommé attaché naval à Washington. Il en reviendra violemment anti-américain. En
En 1930, à 44 ans, il devient le plus jeune contre-amiral de la marine japonaise. Mais ses idées novatrices sur la tactique navale sont controversées. Il s'oppose aux vues traditionnelles sur la suprématie des navires de guerre au sein des armes de guerre navales. Au contraire, il soutient l'idée que l'aéronavale représente l'avenir et qu'elle permettra de gagner les batailles futures, en particulier contre les États-Unis. Il pense que la marine impériale a besoin de se construire une force puissante de porte-avions. En 1937, nommé à la fois vice-ministre de la marine et chef de l'état-major de l'air, Yamamoto utilise son pouvoir pour imposer la construction de 2 porte-avions. Il soutient également la construction du Mitsubishi Zero Sen, un chasseur de la nouvelle génération. Les orientations et les décisions de Yamamoto permettent au Japon de devenir l'une des plus grandes puissances navales au monde. Cependant, dans les années 1930, c'est encore l'armée de terre et non l'armée de l'air qui influence la stratégie globale du Japon. Les généraux n'ont alors qu'une seule obsession, étendre le territoire japonais. Ce sont eux qui ont orchestré l'annexion de la Mandchourie et décidé de déclarer la guerre à la Chine en 1937. Yamamoto s'oppose radicalement à cette stratégie. Il a tout à fait conscience de l'opposition que les idées expansionnistes du Japon vont susciter en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Le seul résultat à en attendre est une entrée en guerre contre le Japon. Lors de ses jours aux États-Unis, il a eu l'occasion de se rendre compte de la toute-puissance industrielle américaine et il est persuadé qu'en cas de conflit, cette puissance débouchera sur la défaite du Japon. Son opposition ouverte à la stratégie dominante de l'armée ne menace néanmoins pas sa carrière. En août 1939, il est en effet nommé commandant en chef de la flotte combinée, le commandement le plus élevé dans la marine japonaise. C'est dans ces conditions que, promu amiral, on lui confie la responsabilité de planifier une attaque contre Pearl Harbor. Désormais, Yamamoto va pouvoir librement mettre en pratique ses théories concernant la tactique navale et, comme les événements le montreront, l'utilisation qu'il fera des porte-avions et des avions d'assaut contre la flotte américaine du Pacifique aura des effets dévastateurs et prendra l'Amérique par surprise. Conséquence de son succès à Pearl Harbor, il réussit à imposer une expansion rapide de sa flotte de porte-avions et conçoit des plans de destruction totale de la puissance navale américaine dans le Pacifique. Mais Yamamoto va devoir se mesurer avec un amiral qui est lui tout aussi déterminé à en finir avec la flotte japonaise. Né au Texas en 1885, Chester William Nimitz grandit dans une famille de grande tradition pionnière. À l'âge de 16 ans, il entre à l'Académie navale d'Annapolis et s'y révèle un brillant élève. Après un passage dans la flotte de surface en Extrême-Orient, à Manille, Nimitz décide de rejoindre la toute nouvelle arme sous-marine. En 1918, il est commandeur et chef d'état-major de la flotte sous-marine de l'Atlantique. Il est considéré comme l'un des sous-mariniers les plus expérimentés de la flotte. Dans l'entre-deux-guerres, Nimitz, après l'école de guerre, occupe différentes fonctions à l'état-major de la marine et s'y fait remarquer par son jugement et ses qualités d'organisateur. Promu capitaine de vaisseau, il est nommé en 1939 directeur du bureau de navigation à Washington en tant que contre-amiral et participe à la formation des cadres de la marine. Durant ses années d'instruction, il se révèle être un fervent défenseur des opérations combinées aéronavales et tout comme Yamamoto reconnaît l'importance grandissante des porte-avions. L'opinion de Nimitz se confirme au moment de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. C'est alors que le président Roosevelt lui confie le commandement de la flotte américaine dans le Pacifique. Nimitz a conscience de la tâche monumentale qui repose sur ses épaules. Non seulement il doit reconstruire la majeure partie de la flotte, mais il doit en outre le faire très rapidement s'il veut que les forces des États-Unis aient la moindre chance de contrecarrer la déferlante japonaise. Premier constat de Nimitz, puisque Yamamoto n'est pas parvenu à détruire les porte-avions américains, il est persuadé qu'ils joueront le premier rôle dans la nouvelle flotte. Nimitz considère en outre que la meilleure des défenses reste l'attaque, et il décide de frapper le Japon aussi rapidement que possible.
Il reconnaît aussi l'importance des renseignements. Sans eux, il ne peut savoir où et quand passer à l'attaque. Il se soucie également de restaurer le moral de ses soldats, considérablement atteints par les événements du 7 décembre 1941. Nimitz ne peut faire abstraction de son passé de sous-marinier, et il choisit comme premier vaisseau amiral le USS Grayling, prouvant ainsi qu'il a l'intention de vivre dans les mêmes conditions que ses hommes. Son énergie débordante va bientôt s'étendre à l'ensemble de la flotte qui veut ardemment venger Pearl Harbor. Le temps est venu à présent pour les deux adversaires de finir leurs plans respectifs visant à la destruction de la flotte adverse. Ni l'un ni l'autre ne sous-estiment l'importance de la tâche à accomplir. Situé à plus de 2000 km au nord-ouest d'Hawaï, dans le Pacifique, Midway constitue un poste d'observation stratégique avancé, permettant d'alerter par anticipation l'état-major américain. Les Japonais l'appellent la sentinelle de Pearl Harbor. Yamamoto pense que Midway est à ce point vital pour les Américains qu'une attaque contre l'île mobiliserait la majeure partie de la flotte américaine dans le Pacifique, ce qui permettrait aux escadres japonaises de la détruire sur place. Pour accroître ses chances de réussite, il défend l'idée d'un déploiement du plus grand nombre de bâtiments japonais afin de garantir leur supériorité navale sur les Américains. Mais le haut commandement japonais, toujours sous l'influence de l'armée de terre, ordonne au même moment une autre opération nécessitant un soutien naval et limitant ainsi la puissance de Yamamoto pour l'opération Mi, non donnée à l'attaque de Midway. Des troupes japonaises sécurisent déjà la zone des Indes néerlandaises et le nord des Salomon. Elles occupent également la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'armée a dès lors l'intention d'investir et de prendre Port Moresby, capitale de la Papouasie, pour ainsi menacer directement l'Australie. Ce plan nécessite un soutien naval et aérien pour les débarquements. Yamamoto accepte donc de prêter 3 de ses porte-avions pour les besoins de l'opération. Au même moment, Nimitz met en place son plan d'attaque contre les Japonais. Le 18 avril, 16 bombardiers B-25, commandés par le célèbre colonel Jimmy Doolittle, décollent du porte-avions américain Hornet, qui sillonne le Pacifique à 1200 km à l'est de Tokyo. L'objectif est la capitale japonaise, que les avions américains bombardent dans des conditions météorologiques exécrables. Si du coup les dégâts sont limités, l'effet sur le moral des Japonais est énorme. Pour Yamamoto, ce raid représente une atteinte personnelle à l'empereur, considéré comme un dieu vivant par tout son peuple. Les choix tactiques de Yamamoto vont être désormais guidés par sa farouche détermination à ce qu'une telle humiliation ne puisse jamais se reproduire. Nimitz va, lui, utiliser les renseignements qu'il parvient à obtenir sur la marine japonaise. Les Américains possèdent alors une arme secrète, Magic, qui leur permet de décrypter les codes japonais. Magic permet à Nimitz d'être averti des plans d'invasion de Port Moresby. Il met aussitôt en place un corps expéditionnaire comprenant 2 porte-avions, le Yorktown et le Lexington, chargés d'intercepter le groupe d'assaut japonais dans la mer de Corail. Le 4 mai, les forces aériennes américaines attaquent les Japonais. Les dégâts sont considérables. Elles coulent un premier porte-avions, endommagent gravement un second et détruisent la plupart des avions embarqués sur le 3e. Yamamoto annule alors l'opération de Port Moresby et les troupes japonaises sont condamnées à une longue campagne dans les jungles de la Nouvelle-Guinée. Mais Yamamoto subit surtout la perte de 3 de ses porte-avions qu'il prévoyait d'utiliser pour l'attaque de Midway. Les forces américaines comptent également des pertes humaines. Le Lexington est détruit et le Yorktown endommagé. Elles sont alors forcées de se retirer. Mais pour la première fois depuis Pearl Harbor, les plans japonais ont été contrecarrés.
Bien que le raid de Doolittle et la bataille de la mer de Corail n'aient provoqué que peu de pertes chez les Japonais, ces actions vont modifier radicalement les orientations stratégiques de Yamamoto. Ces revers ne découragent cependant pas le haut commandement japonais, qui décide de maintenir l'opération Midway. Elle est prévue pour le début du mois de juin 1942. Mais les événements des dernières semaines compliquent considérablement le plan final de l'opération Mi. 4 groupes vont former la force japonaise mobilisée pour attaquer Midway. La première vague est constituée du groupe naval de l'amiral Chuichi Nagumo, qui reçoit l'ordre de mener les premières attaques contre Midway. La puissance de Nagumo se fonde principalement sur les porte-avions, limités cependant à 4 en raison du succès des Américains dans la mer de Corail. À ceux-ci s'ajoutent les puissants navires de guerre du corps principal, commandés par Yamamoto en personne. C'est l'amiral Rezo Tanaka qui mène les forces d'invasion de Midway, proprement dites. Il est soutenu par l'amiral Nobutake Kondo, qui commande 2 bâtiments de guerre, un porte-avions léger, des croiseurs et des contre-torpilleurs. Nagumo et Yamamoto partiront de la mer intérieure du Japon. Kondo et Tanaka des îles Mariannes. Mais le coup d'envoi sera donné par l'amiral Michiro Osogaya, qui, dans une tentative de diversion, utilisera un autre groupe de porte-avions partant du Japon et déclenchera une attaque contre Dutch Harbor dans les Aléoutiennes. L'objectif est de tromper et d'éloigner les porte-avions de Nimitz en position au nord de Midway. À la suite de l'action de diversion dans la zone des Aléoutiennes, Nagumo doit lancer une attaque aérienne contre Midway afin de détruire les avions américains au sol. Les débarquements sont prévus pour le 7 juin 1942, le jour N, une fois que Nagumo, Yamamoto et Kondo auront conjointement détruit la flotte du Pacifique de Nimitz et en particulier ses porte-avions. Mais de nombreux officiers proches de Yamamoto, sentant que la complexité du plan d'attaque accroît considérablement les risques d'échec, lui font part de leur inquiétude. Ils pensent que l'opération doit être reportée, voire annulée. Mais Yamamoto ne veut rien entendre et ordonne que l'opération démarre sans plus attendre. Pire encore, à la différence de Nimitz, les services de renseignement de Yamamoto ne sont pas fiables et il est persuadé que le porte-avions Yorktown a été coulé dans la mer de Corail. En réalité, le Yorktown a réussi à retourner à Pearl Harbor. Les Américains se pressent de le remettre en état. En outre, Yamamoto pense que les autres porte-avions de Nimitz, l'Enterprise et le Hornet, sont toujours à Pearl Harbor, après le raid de Doolittle du mois d'avril. Le soir de l'attaque de Midway, ils seront déjà en route vers l'île, mais Yamamoto l'ignore. Il aurait pu cependant l'apprendre grâce aux sous-marins postés en observation à Hawaï. Mais il se contentera de les déployer uniquement avant les attaques de Midway, lorsque les forces de Nimitz seront déjà en mer. Ainsi, non seulement Yamamoto ne peut pas compter sur la puissance qu'il avait escomptée, mais en plus, il n'a aucune idée de la localisation de la principale force de Nimitz, ses porte-avions. De toute façon, il est convaincu que dans l'éventualité de leur déploiement, il pourrait les détourner de Midway par diversion et les détruire. Ce qu'en outre Yamamoto ignore, c'est que Nimitz, grâce à Magic, a la clé du système de cryptage japonais, en d'autres termes, du sien propre. Les services de renseignements américains sont en effet parvenus à décrypter le code opérationnel japonais de la marine, le JN-25. Ce qui permet au capitaine de corvette Joseph J. Rochefort, du détachement de l'unité de renseignement de guerre de la marine américaine à Hawaï, connu sous le nom de Hippo, d'obtenir suffisamment d'informations sur les plans d'attaque de Midway.
Dans son ignorance, Yamamoto transmet un long message ordonnant à sa flotte une opération le 20 mai, utilisant pour ce faire un cryptage vieux de 3 mois que les cryptographes américains parviennent facilement à décoder. À la fin du mois de mai, Nimitz obtient de Rochefort la localisation précise ainsi que la date de l'attaque de Yamamoto. Levant l'ancre le 27 mai 1942, la flotte combinée japonaise fait route vers Midway. Le destin tragique de Yamamoto est scellé. Nimitz commence alors à dresser son propre plan. Il sait que sa flotte est numériquement inférieure à celle de Yamamoto, mais Magic lui procure un avantage essentiel. Il ordonne alors à ses porte-avions Enterprise et Hornet de lever l'ancre et de se diriger vers Midway. Entre-temps, le capitaine du Yorktown, qui suite aux dommages subis par celui-ci dans la mer de Corail, avait estimé le temps de réparation à 90 jours, reçoit l'ordre de Nimitz de les terminer en 72 heures. C'est un défi, mais le Yorktown sera prêt à temps. Nimitz explique à ses hommes qu'il a décidé de prendre le risque d'ignorer l'action de diversion de Yamamoto dans les Aléoutiennes. Au début du mois de juin 1942, la principale force de frappe de Nimitz est formée du corps expéditionnaire numéro 17, soutenu par le porte-avions Yorktown, commandé par le vice-amiral Frank Fletcher, et du corps expéditionnaire numéro 16 de l'amiral Raymond Spruance, soutenu par les porte-avions Hornet et Enterprise. Selon les plans de Nimitz, l'île même de Midway jouera le rôle d'un 4e porte-avions indestructible. Cependant, même les défenseurs américains de Midway ne savent pas encore qu'ils seront appuyés par les porte-avions. La sécurité et la discrétion totale sont en effet les meilleures armes du plan de Nimitz. Rien ne doit faire soupçonner la présence des porte-avions qui se déploient alors au nord-est de Midway. Pour compléter son dispositif de sécurité, Nimitz ajoute 16 sous-marins pour servir de couverture défensive. Le principal objectif de Nimitz se résume à la destruction des 4 porte-avions de l'amiral Chuichi Nagumo, dont la trajectoire depuis le nord-ouest est désormais connue. Conscient de la supériorité en nombre des Japonais, Nimitz réalise que sa seule chance de remporter la victoire est de localiser précisément les porte-avions de Yamamoto et de les attaquer avant qu'ils ne tirent la première salve. Maintenant que leurs plans respectifs sont en place, marins et aviateurs japonais et américains sont prêts pour la bataille décisive. Yamamoto et Nimitz ont tous deux compris que l'efficacité de leur stratégie dépend de l'expérience, de la détermination et du moral de leurs hommes. La progression spectaculaire des forces japonaises depuis le début de la guerre leur avait permis d'humilier d'autres pays, notamment la Grande-Bretagne et ses colonies d'Extrême-Orient, qui avaient jusqu'à présent tourné en ridicule les prétentions militaires du Japon. Mais ces victoires rapides ont fini par susciter chez les militaires japonais un certain comportement que l'on a appelé la maladie de la victoire. Marins, soldats et aviateurs ont alors tous l'intime conviction que le Japon est destiné à devenir le premier pays du monde. En outre, ils sont tous pétris des vertus morales et guerrières de la tradition samouraï. La marine japonaise a plus d'expérience que celle des États-Unis. Elle est plus compétente en matière de tactique de combat de nuit, ce qui la persuade d'une victoire assurée en cas de confrontation majeure avec les forces américaines. Cet optimisme conduit marins et officiers japonais à une certaine négligence en matière de sécurité, qui permet notamment l'interception par les Américains des ordres radio de Yamamoto concernant Midway. Ainsi, un commandant d'escadre aérienne japonais signale ouvertement à son état-major en mai qu'il désire recevoir le courrier de son unité à Midway à partir de la mi-juin. Peu après cet épisode, un membre de la propre équipe de Yamamoto affirme que les Américains n'auront pas le courage de se battre et refuseront de quitter le port. Les équipages japonais autant qu'américains ont passé suffisamment de temps en mer pour souffrir des conditions de promiscuité à bord de leurs navires. La vie quotidienne y est tout autant ennuyeuse que physiquement éprouvante.
Les deux marines vont avoir du mal à maintenir leurs troupes suffisamment en forme pour se battre dans de telles conditions. Un des grands problèmes de la guerre navale est de savoir localiser l'ennemi. À ce problème s'ajoute pour les pilotes celui d'essayer de regagner un porte-avions qui coule ou qui est endommagé. Les équipages des avions forcés à l'amérissage n'ont qu'une très faible chance de s'en sortir, en particulier à cause de la présence constante des requins qui rôdent entre deux eaux. Les marins américains sont bien conscients de leur manque d'expérience comparé à celle des Japonais. Mais ils cherchent constamment à s'améliorer, voire à se surpasser, et ont l'intime conviction qu'ils compenseront leurs faiblesses grâce à leur avance technologique et leur professionnalisme. Ils se rassurent à la lumière des événements récents dans la mer de Corail. En tout cas, à leurs yeux, les Japonais ne sont certainement plus invincibles. Dans le domaine aérien, le chasseur de l'aéronaval Mitsubishi Zero Sen, le plus puissant symbole du rayonnement militaire japonais, a déjà fait la preuve de sa supériorité vis-à-vis de ses équivalents alliés. Cette supériorité aérienne japonaise donne la possibilité aux bombardiers Kett, lanceurs de torpilles, et Val, lanceurs de bombes en piqué, d'atteindre facilement les cibles alliées tant en mer que sur terre. Mais les escadrons de l'aéronavale japonaise n'ont cessé d'être sollicités depuis Pearl Harbor, et nombre de leurs pilotes les plus expérimentés sont morts au combat. En effet, la plupart des membres des équipages aériens qui vont affronter les Américains n'ont aucune expérience du combat. De l'autre côté, les Américains comptent sur le chasseur de la navale, le F-4F Wildcat, pour contrer le Zero Sen japonais. Bien que plus lent, plus encombrant et moins manœuvrable que le Zero, le Wildcat est un avion solide. Pour répondre aux attaques des Val et Kett japonais, Nimitz dispose principalement du bombardier Douglas SBD et du bombardier lance-torpille TBD-1 Devastator. Le Dauntless, bien que relativement plus ancien, est un des meilleurs bombardiers à cette époque. Mais en 1942, le Devastator commence réellement à dater et il devrait être remplacé par un lance-torpille plus moderne. L'un des appareils les plus importants reste le PBY Catalina de la navale, hydravion de patrouille à long rayon d'action. Les Américains qualifient avec un humour un peu sinistre leurs appareils dépassés, utilisant par exemple les termes de cercueil volant ou de « descends-moi » qui illustrent leur caractère obsolète et leur manque de fiabilité. Mais par-dessus tout, les militaires américains affichent le plus grand respect pour leur chef charismatique, Chester Nimitz. Cette aura permet aux équipages, tant navals qu'aériens, marins et pilotes, de rester confiants face aux dangers qui s'annoncent. À l'aube naissante de ce 3 juin 1942, les deux camps ont conscience qu'ils vont prendre part à une confrontation décisive. De chaque côté de l'horizon, Isoroku Yamamoto et Chester Nimitz démarrent le compte à rebours du face-à-face. Tôt dans la matinée du 3 juin, les forces d'attaque de l'amiral Yamamoto se rapprochent des îles de Midway. Yamamoto annonce alors à ses troupes que l'ennemi n'a pas conscience de notre présence dans cette zone et qu'il en sera ainsi jusqu'à notre première attaque sur l'île. Peu après, l'attaque de diversion sur les Aléoutiennes, nom de code HAL,
se prolonge par des attaques sur Dutch Harbor. Mais celle-ci ne provoque que peu de dégâts face à une résistance américaine acharnée. S'y ajoute une mauvaise visibilité qui entraîne dans un premier temps le retrait des Japonais. Plus tard dans la journée, un des avions de reconnaissance Catalina basé à Midway repère les navires de la force d'invasion de l'amiral Tanaka. Au même moment, les porte-avions américains Yorkton, Hornet et Enterprise font leur jonction à 500 km au nord-est de Midway. À l'aube du 4 juin, des bombardiers B-17 décollent de Midway et attaquent les forces japonaises. Simultanément, et malgré des conditions météorologiques défavorables, Nagumo, le commandant des forces d'attaque de Yamamoto, précipite son action. Ses pilotes se préparent à attaquer. La cible, Midway. « 108 avions prennent part à l'attaque. Ils provoquent des dommages considérables. Mais malgré eux, la majeure partie du matériel reste utilisable. Beaucoup d'avions américains sont épargnés. Nagumo perd 38 de ses appareils. Les pilotes qui reviennent lui apprennent que le terrain d'aviation de Midway est toujours intact. Il fait alors face à un dilemme, soit ordonner immédiatement une autre attaque, soit préparer le lancement de ses avions contre les porte-avions américains une fois repérés. Au même moment, il subit l'attaque de B-17 qui ont décollé un peu plus tôt de Midway. Il ne provoque aucun dommage, mais persuade Nagumo de la nécessité d'une nouvelle attaque sur la base américaine. Ces équipages commencent à réarmer leurs appareils. Désormais, les Américains connaissent l'état des forces de Nagumo. Le commandant de la 16e force d'attaque américaine, l'amiral Raymond Spruance, prévoyait initialement de fermer les rangs avant d'attaquer les porte-avions japonais. Mais il change d'avis et décide d'utiliser ses forces aériennes plus tôt que prévu et d'attaquer les avions de Nagumo toujours rangés en rang serré sur le pont des porte-avions. Spruance envoie d'abord ses TBD Devastator, les avions lanceurs de torpilles les plus anciens. Puis, c'est au tour des bombardiers Dauntless. Les deux premières vagues de TBD du 16e corps sont reliées par une vague du 17e corps de Frank Fletcher. À 10h05, il lance une série d'attaques sur les porte-avions japonais. Les chasseurs Zéro et les tirs anti-aériens abattent 41 TBD. Quelques minutes plus tard, Nagumo obtient enfin une localisation fiable des porte-avions américains. Il annule immédiatement la seconde attaque sur Midway et donne l'ordre à ses avions de se réarmer de torpilles pour attaquer les porte-avions de Nimitz. À 10h25, la plupart des avions d'attaque de Nagumo sont prêts à décoller. Le plan de Nimitz semble alors sur le point d'échouer. Si les premières attaques de Yamamoto sur Midway ont été repoussées, les deux groupes de porte-avions ont été localisés et la première attaque des bombardiers lance-torpilles américains a été repoussée. Yamamoto paraît tout près de la victoire. Dans les minutes qui suivent, Nagumo prévoit de lancer ses avions pour détruire les porte-avions de Nimitz. L'issue de la bataille du Pacifique est sur le fil du rasoir. Tout dépend désormais des bombardiers de Nimitz. La matinée avance, ensoleillée. L'amiral Nimitz fonde tous ses espoirs sur les 60 bombardiers Dauntless qui se rapprochent des porte-avions de Nagumo. Il apparaît comme évident que le sacrifice des bombardiers lanceurs de torpilles américains n'a pas été vain. Ils ont forcé les porte-avions à se séparer et à user de manœuvres dilatoires, ce qui a provoqué un report du lancement de la deuxième vague.
Ils ont ensuite forcé les chasseurs Zéro, qui protègent les porte-avions japonais, à rester au sol. Finalement, les appareils japonais ont été contraints de rester sur les ponts pour se réarmer rapidement en vue de la prochaine attaque. La diversion provoquée par les TBD de Nimitz permet aux escadrons Dauntless américains de se rapprocher des porte-avions japonais sans se faire repérer. À 10h27, les SBD du Yorktown et du Enterprise passent à l'attaque. Les SBD lâchent leurs bombes hors de portée des Zéros qui volent à basse altitude. Leur action est dévastatrice. Elle crée le tournant de la bataille. En moins de 4 minutes, les porte-avions Akagi, Soryu et Kaga sont touchés et irrémédiablement endommagés. Lorsque les Dauntless américains reviennent, 2500 marins japonais sont morts et 3 porte-avions ont été coulés. Malgré cet effroyable bilan pour la flotte de Yamamoto, les Japonais n'abandonnent pas la partie. Ils décident de déclencher 2 nouvelles vagues d'attaques d'avions lanceurs de torpilles et bombardiers depuis le dernier porte-avions encore à flot, le Hiryu. Ils visent les porte-avions américains. Malgré une solide défense, certains des avions japonais parviennent à franchir le barrage anti-aérien. Trois bombes et 2 torpilles touchent le Yorktown. En moins d'une demi-heure, le porte-avions américain est durement touché. Mais l'équipage se bat héroïquement pour le maintenir à flot. Le Hiryu se retire dans la direction du nord-ouest. En représailles, des bombardiers américains décollent du Hornet et du Enterprise. Ils passent à l'attaque et endommagent irrémédiablement le Hiryu. En complet décalage avec les événements, Yamamoto est toujours déterminé à engager le combat avec la flotte américaine et donne l'ordre à Nagumo de renverser le cours des choses en préparant une attaque de nuit. Pendant ce temps, l'amiral Raymond Spruance, commandant en chef des porte-avions américains, informe Nimitz que la bataille est terminée, le fer de lance de la force d'attaque japonaise étant complètement détruit. Réalisant enfin qu'il a perdu ses porte-avions, Yamamoto annule l'attaque sur Midway et dans les premières heures de ce vendredi 5 juin, ordonne à sa flotte de se retirer. Nimitz porte alors le coup final. Ses avions attaquent 2 croiseurs japonais déjà touchés par un précédent assaut. Il n'y a pratiquement pas de survivants. Le Yorktown, toujours à flot, est finalement coulé par un sous-marin japonais le 7 juin. Mais Midway est sauvé grâce à Nimitz. Le haut commandement japonais et Yamamoto lui-même réalisent enfin que leur plan de destruction des forces américaines est un échec monumental. Malgré toutes les prévisions, les porte-avions de Nimitz ont marqué l'avantage dans ce conflit. À l'issue de la bataille, Yamamoto a perdu 4 porte-avions et 2 croiseurs. Plus de 300 avions japonais ont été abattus et 3000 hommes sont morts ou portés disparus. Nimitz perd dans la bataille un porte-avions et un contre-torpilleur, près de 150 avions et un peu plus de 300 hommes. C'est grâce à lui une victoire américaine remarquable qui constitue un tournant dans la guerre du Pacifique.
Bien que gravement affecté par la débâcle de Midway, Yamamoto continuera de diriger les opérations dans le Pacifique. Mais en avril 1943, les Américains réussissent à intercepter un message codé qui donne les détails de l'itinéraire de Yamamoto dans le cadre d'une inspection aux îles Salomon. Le 18 avril, son avion décolle pour la visite d'une base japonaise. Il est abattu par des P-38 Lightnings américains au-dessus des jungles de Bougainville. L'épave de l'avion s'y trouve encore aujourd'hui. Les cendres de Yamamoto sont ramenées au Japon et seront honorées par des obsèques nationales. Pour beaucoup de Japonais, sa mort annonce une grande défaite. Elle ne va pas se faire attendre. Triste renversement du destin que de voir Yamamoto, qui par 2 fois avait tenté de détruire la puissance américaine dans le Pacifique, y succomber lui-même. L'amiral Chester Nimitz continuera de diriger la campagne du Pacifique, tirant tous les bénéfices de la victoire acquise à Midway. Sa progression continue menacera toujours plus les frontières du Japon. À la fin de la guerre, Nimitz finira par réaliser le cauchemar de Yamamoto. La puissance navale américaine arrivera à étrangler le Japon. En raison de son rôle essentiel dans la guerre du Pacifique, Chester Nimitz aura l'honneur, aux côtés du général Douglas MacArthur, de signer la reddition du Japon. Après la guerre, il reviendra aux États-Unis en héros et sera nommé chef des opérations navales. Il deviendra plus tard conseiller au sein des Nations Unies sur les questions navales. Et un homme tel que lui ne pourra qu'avoir une retraite active jusqu'à sa mort en 1966. En juin 1942, la bataille de Midway constitue un tournant crucial de la guerre dans le Pacifique. Elle permet non seulement d'arrêter la progression du Japon, mais elle donne également pour la première fois l'occasion aux Américains de passer à l'attaque. Peu après, la défaite japonaise apparaîtra comme inévitable. Midway consacre également la supériorité des porte-avions et des avions aéroportés en tant qu'arme décisive, un statut qu'ils conserveront très longtemps. Pour Yamamoto, cet affrontement en tournant au désastre mènera à la défaite du Japon. Pour Nimitz, en revanche, Midway symbolise une grande victoire stratégique et tactique dans la bataille du Pacifique et dans la guerre tout entière.